يالله 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 يا أخي القوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي القوم جميع. Merci aux organisateurs également de m'avoir invité. Et donc je voulais aborder avec vous le problème du liraglutide, mais peut-être sous un autre angle, c'est-à-dire pas uniquement celui des études que vous connaissez, des études BLEED, mais de la place du liraglutide dans le traitement actuel du diabète, c'est-à-dire pas uniquement sur le contexte de la valeur glycémique, de voir en quelque sorte l'impact économique qu'il peut avoir et que peut avoir le diabète, et de voir finalement le rapport que l'on peut obtenir sur ce plan-là, de vous montrer également quelques points intéressants dans la vraie vie, dans la vie réelle, qui nous sortira donc des études LEAD, qui sont des très belles études randomisées, mais c'est vrai qu'on a besoin également de la pratique quotidienne, et donc c'est dans ce sens que j'orienterai ma présentation. Alors, une innovation dans la prise en charge du diabète de type 2, on aurait pu dire aussi, pourquoi pas, une révolution, parce qu'il est vrai que jusqu'alors, nous n'avions pas eu, vous le verrez, ce type de médicament. Alors, un rappel sur ce que nous donnait l'IDF en 2011, avec des chiffres tout à fait impressionnants, de millions d'individus diabétiques et de risques de devenir diabétiques. On a vu lors de l'exposé de Sir Michael Hurst hier que finalement la réalité était actuellement en 2015 encore pire que les slides que je vous montre de 2011. On garde 50% de diabète non diagnostiqué, on s'interroge surtout sur quelle est la bonne prise en charge et puis on voit qu'elle varie bien évidemment selon les pays, avec bien sûr un certain nombre de pays qui n'ont pas forcément les moyens d'une bonne prise en charge. Alors, pourquoi traite-t-on le diabète? Moi, je me suis toujours intéressé au bout de multiples années de diabétologie. Finalement, si le diabète avec une glycémie à 2 grammes ou 2,50 grammes n'entraînait aucun signe particulier ni aucune complication particulière, finalement, on ne le traiterait pas. Donc en fait, on traite le diabète pour éviter un certain nombre de complications. Et là, je vous ai repris, il y en a bien d'autres, mais j'aime beaucoup l'étude en traite parce que là encore, c'est une étude dans la vraie vie, réalisée en France auprès de médecins généralistes. Certes, elle est déclarative, mais elle est quand même non intéressante. Intéressante parce qu'elle nous montre que dans les complications relevées chez les diabétiques de type 2, les complications cardiaques et cérébrovasculaires, j'enfonce les portes ouvertes, vous le savez très bien, eh bien c'est 40% pratiquement de complications. Les complications ophtalmologiques, c'est une vingtaine de pourcents. Podologique, on en parle souvent sur le pied diabétique, eh bien c'est de l'ordre de 10%. Et vous voyez que c'est devenu la première cause, en France en tout cas, de dialyse, diabète de type 2, donc première cause de dialyse rénale, enfin d'hémodialyse. Je vous rappelle cette slide donc, tirée de Ralph de Fronzo, elle est célébrissime. Elle nous montre finalement les causes connues à l'heure actuelle de l'hyperglycémie. Avec, comme vous pouvez le voir, donc la diminution, bien sûr, de la sécrétion d'insuline, la fameuse insulinopénie, un tonus de l'hormone hyperglycémiante, du glucagon, qui est donc élevé. Ça, c'est un point important. Et comme vous avez l'association de la diminution de la sécrétion d'insuline, l'augmentation du tonus du glucagon, bien évidemment, vous avez une hyperproduction hépatique de glucose qui est représentée ici. Bien évidemment, quand on manque d'insuline, on ne fait plus pénétrer le sucre dans ces cellules. Bien évidemment aussi, comme 80% de la population ont un surpoids abdominal, ils ont beaucoup de gras, beaucoup de lipolyse avec des acides gras, avec des cytokines, et ceci contribue à l'insulinorésistance. Et puis un phénomène plus récent, enfin pas plus récent, mais que l'on connaît de manière plus récente, c'est l'augmentation de la réabsorption tubulaire du glucose. Et puis un point qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est la diminution, on y reviendra tout à l'heure, de l'effet incrétine. Mais
Pourquoi traiter finalement l'hyperglycémie? Vous savez que pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir s'il fallait traiter l'hyperglycémie. Vous savez que c'est très récent finalement, cette notion d'essayer de contrôler très correctement le diabète. Elle remonte, si vous en rappelez pour les plus anciens, à Barcelone, 1998, l'UKPDS, la grande présentation, la grande salle, la grand-messe, 1500 personnes. Et c'est à cette occasion-là qu'on a pris finalement la décision d'essayer de contrôler au mieux le diabète. Et bien sûr, avant, on avait eu déjà des alertes, mais ça, c'était les diabètes de type 1, avec l'étude du DCCT, et vous voyez que dans tous les cas de figure, nous avons une droite manifeste entre les complications microvasculaires et macrovasculaires, et bien sûr, le taux ici de l'hémoglobine glyquée. Un point, et c'est une diapo que je rappelle toujours, parce qu'elle me paraît fondamentale dans notre manière de voir des choses. Depuis Barcelone, nous avions une pression importante, en particulier au niveau des publications américaines, pour nous dire que le lower is better. Plus c'est bas au niveau HbA1c, plus ça va bien. Eh bien, on sait maintenant que c'est faux, qu'à vouloir trop bien faire, on peut faire très mal. Ici, une réponse sur l'étude VADT qui nous montrait qu'il faut faire bien, mais avec prudence, et on verra ce qu'on appelle la prudence. Vous voyez qu'au bout d'une dizaine d'années, si on veut faire trop bien, là on fait trop bien, on fait très bien, on améliore les maladies cardiovasculaires, là on essaye de faire très bien, et si le diabète est ancien, on va faire beaucoup plus mal, à savoir des morts, comme on les a eues dans les études VADT. C'était pas significatif, mais à Cordes, c'était significatif. Un point important également qu'on a appris au fil du temps, c'est qu'il n'y a pas que le sucre. Il n'y a pas que le sucre, il y a également la pression artérielle, ça c'est tiré de l'UKPDS également. Vous voyez que toutes les endpoints, l'IDM, les lésions microvasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, ça ne nous étonne pas, mais aussi les décès liés au diabète ou tout décès, eh bien lorsque vous confrontez le taux d'HbA1c mais la pression artérielle, eh bien la pression artérielle va jouer un rôle quasiment aussi important que ne le joue le contrôle glycémique. Donc deuxième point qu'il nous faut prendre en compte, la pression artérielle. Le troisième point, c'est tiré d'une étude suédoise, 13 000 patients, on compare le risque, on compare les patients à poids normal contre les patients en surpoids ou obèses, eh bien vous voyez que le risque relatif est multiplié, là ici 49%, 44%, 71% en cas d'obésité. Donc troisième point qu'il nous faudra prendre en compte si on veut être efficace. Et puis bien sûr, vous y attendez, c'est l'étude Steno. L'étude Steno dans laquelle la totalité de la prise en charge des facteurs de risque, y compris le tabac, y compris la prise en charge par de l'aspirine, par des statines, par un IEC, a permis une réduction de 50% des complications micro- et macrovasculaires. Mais il y avait un écueil c'est qu'à trop vouloir bien faire, eh bien le risque est bien sûr celui des hypoglycémies. Alors on le savait également dans les grandes études, à Cordes, pas trop advanced parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'hypoglycémie majeure, mais surtout à Cordes et VADT, et puis on le sait sur une analyse de Zungas, qui ici ce sont donc les traitements intensifiés, et vous voyez qu'un an après l'intensification des traitements, on a une recrudescence des événements micro- et macrovasculaires, des IDM et des décès. Je parle d'hypoglycémie sévère. Un point intéressant également, c'est la courbe en U de relation de la mortalité entre le taux de l'hémoglobine glyquée. Ici, elle est élevée, il y a beaucoup plus de morts, mais ici, elle est trop basse. Il y a également des morts, l'idéal semblant se situer entre 6,5 et 8%, et ce qui correspond à la fois à notre pratique quotidienne et également aux recommandations, par exemple, de la Haute Autorité en France de santé, qui recommande, selon la morbimortalité que l'on observe auprès de nos patients, qui va donc donner des cibles d'HbA1c plus ou moins bonnes. Alors, je voulais aborder un autre point parce que tous les médicaments qu'on peut utiliser, ça coûte très cher.
plus l'augmentation du diabète est patente, plus le système de santé a du mal à y répondre. Alors, j'ai pris, je n'avais pas, je m'en excuse, les données marocaines, bien sûr, donc j'ai pris quelques données françaises, mais je suppose que on est quand même dans les mêmes perspectives. Alors, c'est une étude donc, qui est tirée de l'Institut de veille sanitaire. C'est irréfutable en matière de qualité d'analyse. C'est vraiment les grands épidémiologistes en France. Alors voilà, les aspects économiques. Quelles sont les dépenses de santé? Vous voyez que pour un diabétique, en moyenne, la dépense est de 5 431 €. Sur ces 5 431 €, 38%, 2 000 €, ce sont les hospitalisations. Hospitalisation liée pour une complication, hospitalisation liée aussi pour des hypoglycémies. Le deuxième point, bien sûr, la pharmacie arrive en deuxième position, 25,8%, 4 400 €, mais finalement, elle ne représente, ça, bien sûr, c'est à rediscuter, que 25% des coûts. Alors, allons plus loin, si on regarde la dépense hospitalière, mais également infirmier, mais également médicale, eh bien, vous voyez que c'est à partir de 65 ans, donc chez les personnes âgées, que l'on va avoir, bien sûr, les coûts les plus importants, ce qui est normal, puisque les patients qui ne vivaient pas avant, maintenant, grâce à nos soins, parce qu'on a quand même considérablement amélioré en 20 ans la prise en charge du diabète, eh bien sûr, vont vivre plus longtemps et c'est une très bonne chose. La répartition des coûts, alors là c'est quand même très intéressant. Regardez, on est toujours en train de dire les antidiabétiques ça coûte très cher. Oui, bien sûr, ça coûte très cher. C'est 23%. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'antidiabétique est le même tarif que la médication cardiovasculaire chez le diabétique. Et si vous y ajoutez les hypolipédiants et les antithrombotiques, vous voyez qu'on arrive à 37% des fameux 27% ou 25% qu'on avait avant. J'attire votre attention, les antidiabétiques, c'est 770 millions € en France. J'ajoute que ces calculs ont été faits alors que les nouvelles médications inhibiteurs des DPP4 et analogues du GLP1 étaient déjà sortis en France, donc ils sont intégrés dans ces dépenses. Un point très important, ça c'est les catégories de remboursement sur tout ce qui est à côté du diabète, les seringues, les stylos, les appareils pour l'oxygénothérapie, pour l'apnée du sommeil, les pompes à insuline et les bandelettes d'autocontrôle glycémique. Alors, en France, on dépense 360 millions € pour les bandelettes. 360 millions € pour les bandelettes, sont-elles toutes justifiées? Ça n'est pas prouvé. Un certain nombre, bien évidemment, le sont. Quand vous êtes sous pompe à insuline ou en multi-injection, il faut bien vous contrôler 4 à 6 fois par jour. Si par contre vous avez 2 comprimés de metformine, ce n'est pas prouvé qu'il faille absolument le faire. J'ajoute que 360 millions €, c'est la moitié des traitements antidiabétiques oraux. Un point, et j'en aurai fini avec l'économie pour passer directement à la clinique. Quand vous avez une pathologie coronaire, vous multipliez par 1,75 les coûts. L'ancienneté du diabète, 1,30. Un cancer évolutif, et l'on sait que dans le diabète de type 2, malheureusement, la prévalence du cancer est importante, multipliée par 2,40. Mais j'attire votre attention, parce que c'est ce qui coûte le plus cher en France. Si vous arrivez au stade d'hémodialyse parce que vous avez maltraité votre patient au niveau du diabète et au niveau de la tension artérielle, vous multipliez par 10 les coûts. Une hémodialyse en France, sachez-le, c'est 100 000 € par an. Voilà, donc un mot sur les coûts qui doit aussi nous faire toucher en quelque sorte du doigt la mise en place de nos traitements. Alors, quels sont nos objectifs? Donc, je vous ai remis sur cette plaque quelques points que l'on connaît. Le premier, c'est le contrôle glycémique. On vient de le voir, il faut quand même tenir compte de l'âge. On ne traite pas à 75 ans comme on traite à 20, de l'ancienneté du diabète et bien sûr de la morbidité cardiovasculaire. Le deuxième point, on l'a vu quand même, c'est la limitation des hypoglycémies. On a des hypos avec les SU, les sulfamides, avec les glinides, avec l'insuline.
Il faut donc être prudent sur ce plan. Les facteurs de risque cardiovasculaire, on sait que peu de molécules à l'heure actuelle améliorent les facteurs de risque cardiovasculaire. On sait que la metformine l'améliore, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase aussi. Et puis, on verra tout à l'heure que les agonistes des récepteurs du GLP-1 l'améliorent. Le problème pondéral, si une perte pondérale modérée est obtenue, on sait qu'on limite l'insulinorésistance. On l'obtient, et là encore on le reverra, avec les agonistes des récepteurs du GLP-1 et les futurs inhibiteurs du SGLT2. Enfin, sécurité d'utilisation, ça c'est très important. On fait des études exprès post-sortie des médicaments dans ce sens, que ce soit la sécurité générale, sur la fonction rénale hépatique, sur le pancréas, pancréatite, cancer du pancréas, et puis sur, vous le savez bien, c'est demandé par la FDA en particulier, sur les risques cardiovasculaires. Alors je reviens à mon hominus octet. Eh bien, vous voyez qu'on a trouvé, et ça c'est quand même assez important, une réponse pratiquement à tous les problèmes. L'augmentation de la réabsorption, ces inhibiteurs SGLT2, la metformine qui agit au niveau du muscle et du foie, les glitazones qu'on n'a plus en France, je ne sais plus si vous les avez au Maroc, qui agissent également au niveau foie, muscle et sur la lipolyse, et puis l'effet incrétine dont on va parler, qui agit à 3 niveaux. Bien sûr, on le verra sur le tube digestif avec la stimulation de sortie de GLP-1, qui va agir sur la sécrétion d'insuline et sur l'inhibition du glucagon. Je rejoins les recommandations internationales ADA-ESD de janvier 2015, qui, dès la 2e ligne et bien sûr à la 3e ligne, permettent d'associer à la metformine, quand cette dernière est tolérée, un agoniste des récepteurs du GLP-1. Alors, quelques mots pour ceux qui sont moins familiarisés avec le système incrétine. Le système incrétine, vous le savez, c'est tout simplement lorsque vous stimulez soit par voie veineuse, soit par péros, l'insuline, en faisant monter le glucose de manière identique, eh bien la réponse de la sécrétion d'insuline n'est pas la même. En clair, lorsque vous donnez du sucre péros, vous aurez une insulinosécrétion plus importante que quand vous le donnez par voie veineuse, de l'ordre de 60%. Cet effet qu'on appelle l'effet incrétine, qui est lié justement au fameux GLP-1 qu'on va revoir maintenant, est aboli ou tout au moins fortement diminué dans le bon nombre de diabètes de type 2. Alors, comment ça fonctionne? Vous le savez, l'ingestion d'aliments arrive au niveau du tube digestif, va stimuler des cellules, les cellules L de l'iléon, qui vont sécréter un peptide, alors plusieurs peptides, mais soyons simples, on va parler du GLP-1, et ce GLP-1, glucagon-like peptide 1, va à son tour stimuler les cellules pancréatiques, et comme elle stimule les cellules pancréatiques, eh bien vous avez une production d'insuline glucose dépendante qui va améliorer la captation du glucose au niveau muscle, le tissu adipeux. Et en même temps, et c'est ça le coup de génie de cette médication, c'est qu'en même temps, elle va freiner le système hyperglycémiant, c'est-à-dire le glucagon, et de là, donc, vous voyez, le freinage en particulier de la production hépatique de glucose. Alors, c'est vrai et pas tout à fait vrai. Je veux dire par là que ce que je viens de vous dire est tout à fait exact, mais le tube digestif, vous le savez, il est quand même très long. Or, la réponse de stimulation du GLP-1 va plus vite que le message transmis des aliments. J'arrive dans le tube digestif et je stimule mes cellules. Donc, il y a une autre possibilité, c'est tout simplement le système autonome avec le système vague. Donc, vous avez des glucose sensors, en particulier au niveau du tronc-porte. Ça repasse par une stimulation neurologique qui, elle-même, va les stimuler par le vague, toujours, le pancréas. Et pour ceux qui en douteraient, voilà le système pancréatique autonome, enfin neuropathique autonome, avec le système vague, et puis vous voyez les fibres parasympathiques postganglionnaires directement au contact des îlots de Langerhans, donc une double stimulation, à la fois d'absorption, mais à la fois également de stimulation par nerveuse.
Alors, bien sûr, on a vu la stimulation de la sécrétion d'insuline, l'inhibition du glucagon par le GLP-1, mais il a d'autres vertus pancréatiques, notamment une prolifération des cellules bêta dans le bon sens, bien évidemment, avec surtout une inhibition de la mort cellulaire, de l'apoptose cellulaire. Bon, bien sûr, on l'a vu, je ne vais pas y revenir, les vertus de la sécrétion d'insuline et de l'inhibition du glucagon, mais il a également ce que n'ont pas d'autres incrétomimétiques, on y reviendra tout à l'heure, ils ont des effets extra-pancréatiques. Alors, il y en a plusieurs, on va les résumer. Au niveau de l'estomac, ils ont un effet de ralentissement du bol alimentaire, ce qui permet deux choses. Le premier, c'est de décapiter les pics postprandiaux de glycémie, et le deuxième, c'est de donner un effet de satiété, un effet comme si vous aviez l'estomac plein de soupe. Le deuxième point, c'est un impact direct au niveau du cerveau. Il y a une certaine neuroprotection au niveau cérébral et puis un impact au niveau de l'hypothalamus avec une diminution de l'appétit, une amélioration de la satiété et en règle générale, dans les études, ça a été démontré, il y a une diminution de la prise alimentaire de l'ordre de 20%. Et puis au niveau du cœur, une cardioprotection qui a été vue chez l'animal, chez lequel on provoquait une ischémie coronaire, ça limite l'infarctus en quelque sorte. Et puis on le verra, c'est un impact tout à fait intéressant sur la pression artérielle systolique par deux biais, d'abord de vasodilatation artérielle et puis celui d'une natriurèse. Un point également quand même très intéressant, et ça c'est totalement unique pour cette molécule, c'est la réponse sécrétion insuline glucose dépendante. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir une diminution progressive des glycémies, vous aurez parallèlement une diminution de la stimulation au niveau cellulaire de la sécrétion d'insuline, une remontée non moins intéressante de la stimulation de glucagon. Ce qui veut dire en clair que si vous n'avez pas un autre composé qui stimule la cellule bêta, vous n'aurez que très peu de risque d'hypoglycémie. En tout cas, pas d'hypoglycémie sévère. Une diapo que j'aime bien, vous l'avez dû l'avoir 20 fois, pour ceux qui me connaissent, parce qu'elle est tout à fait nette. Voici un Boudiléon, c'est bien sûr sur l'Iléon. Ici, la sécrétion du GLP-1, et ici, en rouge, un enzyme, la dipeptidylpeptidase 4, et tout le problème du GLP-1 humain, du GLP-1 natif, est qu'il ne va durer au niveau plasmatique que de l'ordre de 1 à 2 minutes, ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser en thérapeutique, à moins de le mettre en pompe ou en perfusion, ce qui complique quand même beaucoup la situation. En revanche, on a, à partir de ceci, essayé de déterminer des composés qui puissent être utilisés au niveau thérapeutique, soit en jouant sur l'enzyme des peptidyl 4, soit en protégeant et en stimulant par ce qu'on appelle un analogue du GLP-1. On va y revenir. Alors donc ces fameux traitements, on les appelle les incrétines, ou incrétino-mimétiques plus exactement, traitement donc global, deux catégories, je viens de vous le dire. D'une part, les inhibiteurs de cette fameuse enzyme dipeptidylpeptidase 4, DPP4, et le deuxième point, ce qu'on appelle les agonistes des récepteurs du GLP-1. Alors pourquoi agonistes des récepteurs du GLP-1? Il y a deux formes. D'une part, des traitements dérivés qu'on appelle l'exandine. Alors pourquoi on fait la différence? Simplement parce que cette exandine, il y a 3 représentants qui sont soit sortis, soit sur le point de sortir, sont des produits qui ont des propriétés proches, bien sûr, du GLP-1 natif, mais dont l'homologie, c'est-à-dire le nombre d'acides aminés qui sont identiques, est de l'ordre de 50%. Les analogues du GLP-1, en revanche, doivent avoir au minimum 90% d'homologie avec le GLP-1 natif, et c'est le cas du liraglutide, dont l'homologie est de 97%. Alors comment ça fonctionne? Voici au niveau des inhibiteurs des PP4, vous avez ce GLP-1 actif, l'enzyme qui va l'inhiber, qui va le transformer avec des métabolites inactifs et une élimination rénale. Eh bien voilà l'inhibiteur des PP4 qui va donc prolonger la demi-vie du GLP-1 endogène. Elle restaure des taux physiologiques, elle n'a pas d'effet extra-pancréatique, on le reverra.
et elle se présente péros. Je vous montrerai un tableau qui va nous résumer tout ça. Et puis les récepteurs du GLP-1, c'est un peu différent. Vous voyez le même schéma, mais là, c'est une stimulation directe du GLP-1 qui remplace donc le GLP-1 endogène. Ce sont des taux pharmacologiques et c'est en injectable avec des effets extrapancréatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Concentration pharmacologique contre concentration physiologique. Voici les taux de GLP-1. Eh bien, lorsque vous traitez avec du liraglutide pendant X temps, je ne sais plus, c'était 7 jours, voilà, vous obtenez un taux en picomol de 60, et vous voyez que si vous utilisez un bon inhibiteur des PPK, dans l'occurrence c'était la vildagliptine, eh bien là, vous obtenez à peu près 3 fois moins de stimulation de GLP-1, ce qui ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais c'est moins puissant. Alors, on le sait également, je vous ai résumé ça dans un tableau. Donc, l'administration des inhibiteurs, c'est péros contre l'injectable sur les agonistes. On a des demi-vies plus ou moins courtes, plus ou moins longues, on va y revenir dans un instant. Bien sûr, on le reverra, je vous montrerai des études où on a une puissance plus importante des agonistes par rapport aux inhibiteurs des PPK. Je vous ai dit qu'il y avait peu d'effets extrapancréatiques ou même pas du tout du côté inhibiteur des PP4. Eh bien, vous voyez que sur la glycémie postprandiale, on est beaucoup plus puissant avec un agoniste des récepteurs. On fait perdre du poids alors que c'est neutre. On baisse la pression artérielle, on va le revoir tout ça, alors que c'est neutre de ce côté-là. La vidange gastrique est très ralentie, ce qui peut entraîner des nausées, là encore, on le reverra aussi. De l'autre côté, pas d'impact sur la vidange gastrique, et dans les deux cas de figure, il n'y a pas d'hypoglycémie. Alors, le liraglutide, voilà comment ça se présente. Vous voyez que l'homologie est importante. Il y a un seul acide aminé qui change, et puis une acylation, c'est-à-dire la greffe d'un acide gras, en l'occurrence en 16 carbone, c'est l'acide palmitique. Et là, Novo Nordisk, je le dis régulièrement, je leur rends hommage, ils ont eu un coup de génie parce qu'ils ont refait le coup de la lévémir, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une acylation avec donc la lévémir, c'était un C14, c'était de l'acide myristique, ils ont repris la même formule. Ça permet d'améliorer les agrégats. Qui dit quand on améliore les agrégats, eh bien, qu'on forme des hexamères, eh bien, le passage que se lie à l'albumine, eh bien, l'ensemble fait qu'il y a un ralentissement de l'efficacité, de l'action. En même temps, la molécule dans l'espace permet une certaine résistance à la DPP4, donc ce qui explique que la demi-vie plasmatique est longue, de l'ordre de 13 heures, et que finalement, une seule injection par jour est largement suffisante donc, pour couvrir le nictémère et donc les 24 heures. Alors, il y a eu plusieurs grosses études, ne vous inquiétez pas, je ne rentrerai pas dans la totalité des études LEAD, sinon on va passer également l'après-midi, ce qui serait dommage quand même pour les autres exposés. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs études, LEAD 3, on en parle peu parce que c'est tout simplement les règles d'hygiénodiététique. On comparait liraglutide et glimépiride. LEAD 1, c'est intéressant, on comparait contre la rosiglitazone en association avec le glimépiride, mais finalement, c'est pas exactement ça qu'on fait dans la vie courante. On fait plutôt LEAD 2, c'est-à-dire on fait plutôt de la metformine et on associait glimépiride et on voyait si c'était meilleur ou pas que le glimépiride, donc entre les deux. Et puis après, c'était la bithérapie, ici en association avec les glitazones. La plus intéressante, c'est une association metformine-sulfamide. On comparait liraglutide contre la glargine. Là, c'est liraglutide contre un autre élexénatide, et je vous montrerai dans la vraie vie ce que ça donne. Et ici, c'est assez intéressant, c'est l'association metformine-lira contre un autre incrétinomimétique, une inhibition de la DPP4, en l'occurrence la sitagliptine. Alors, je vous ai tout résumé, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais si vous voulez, vous avez tout résumé ici, LEAD 3, LEAD 2, LEAD 1. Vous voyez, parce que c'est bleu et marron, que dans tous les cas de figure, le liraglutide, en particulier un 8, mais aussi un 2, est supérieur au comparateur. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai dans LEAD 2. Ici, c'est significatif, mais ici, ce sont les patients qui avaient une évolution pas trop importante de leur diabète. Et vous verrez que le fait de commencer tôt le traitement est également un élément intéressant. Ici, c'est une comparatif
par rapport à la sitagliptine. On cherche à voir, en fonction de l'hémoglobine de base, donc on est vraiment dans la pratique quotidienne, à partir de l'hémoglobine de basale, c'est-à-dire au temps zéro, on administre ensuite le produit, on regarde 6 mois après, et vous voyez qu'on obtient dans tous les cas de figure, même en partant de 9,5, des résultats qui sont assez proches des cibles classiques de 7% que l'on recherche, en tout cas d'une manière bien supérieure, à mon sens, à la sitagliptine. L'évolution pondérale, on a dit tout à l'heure qu'on avait un double impact sur le plan de l'hypothalamus, mais également de l'estomac, diminution des ingestats. Eh bien, on le retrouve avec l'association à la metformine, une perte de poids de l'ordre de pratiquement 3 kg. Ici, c'est l'association sulfamide, ça bouge pas trop. Là, on perd également du poids. Ici, litre 5 et litre 6, on perd également du poids, donc un intérêt tout à fait net. Ça n'est pas le seul intérêt au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire, parce qu'on a un effet également sur la pression artérielle systolique. Alors là, j'ai choisi de vous prendre une répartition en quartiles. Eh bien, vous voyez que dans la répartition en quartiles, lorsqu'on a une tension artérielle qui n'est pas très élevée au départ, ça ne bouge pas trop, on a même plutôt une petite tendance à l'augmentation. Mais lorsqu'on part de tension artérielle franchement élevée, on arrive pratiquement à 1 cm de mercure, à 10 mm de mercure. Et vous voyez également qu'au-delà de 130, entre 130 et 140, on a un effet tout à fait intéressant. Alors, la médiane des études LID, c'est 3,5-4 mm de mercure, mais il faut tenir compte, effectivement, de cette tension artérielle de départ, donc, qui nous intéresse. Alors là, il y a eu un problème. Voilà. Donc ici, l'amélioration d'autres facteurs de risque, petite amélioration sur le plan du cholestérol, petite amélioration sur le plan du LDL cholestérol, surtout très nette amélioration sur le plan des triglycérides. Si l'on reprend des méta-analyses également sur des marqueurs de risque cardiovasculaire, on voit la baisse de la CRP, du facteur natriurétique et puis du PAI qui est le témoin de la fibrinolyse locale, fibrinolyse in situ en clair. Donc nous avons une diminution de la coagulation sur ce plan. Un point donc intéressant aussi, c'est l'absence d'effet hypoglycémique majeur en tout cas. Donc vous voyez lead 1, lead 2, alors là ce sont les comparateurs en vert. Eh bien là dans lead 2, lead 3 c'était le glimépiride, donc vous voyez que quand on le compare au glimépiride, je pense qu'il n'y a pas diapo ou pas photo, c'est bon. Et donc une très nette différence. Là, vous voyez, par contre, il n'y a pas de différence. Lead 5, alors on est un peu déçu, mais c'est quand même très intéressant pour votre pratique. Ce veut dire lead 5, c'était tout simplement, on avait de la metformine et un sulfamide, et on comparait la glargine contre le liraglutide. Le liraglutide fait mieux en baisse d'HbA1c, un 3 contre un 1, c'est significatif. En revanche, il n'y a pas de différence sur le nombre d'événements hypoglycémiques, donc ça il faut le savoir. C'est tout simplement parce que l'association, mais c'est vrai aussi pour les inhibiteurs des PP4, l'association à un sulfamide ou à une glinide va entraîner une majoration du risque hypoglycémique. Donc il faut savoir que si vous prescrivez du liraglutide associé à un sulfamide hypoglycémiant, il faudra diminuer la dose du sulfamide hypoglycémiant. Dans les petits épisodes qui fâchent, eh bien vous voyez malheureusement en rouge, c'est la fréquence dans toutes les études des problèmes de nausée, alors qu'on observe différemment selon les études, par exemple assez peu avec lead 1 ou lead 2, beaucoup plus avec lead 4. Il faut savoir que c'était des populations totalement différentes, qu'une bonne partie des nausées sont liées également au bol alimentaire, à la manière dont on mange, à la manière dont on monte progressivement la posologie de liraglutide, et que seuls, en fait, 5% des patients sont obligés d'interrompre le traitement. Un point quand même
important, c'est le critère composite. Alors, critère composite, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ce qu'on recherche en fait en règle générale chez nos patients. On cherche en général une HbA1c plutôt proche, voire un peu en dessous des 7%. On espère qu'ils ne prendront pas de poids, même s'ils n'en perdent pas, au moins qu'ils n'en prennent pas, et si possible qu'ils ne fassent pas d'hypo, en tout cas pas d'hypo majeure. Et bien, si on compare sur les 6000 patients des études LEAD, on s'aperçoit que c'est les liraglutide 1,8 et 1,2 qui sont nettement supérieurs, 40 et 32% respectivement atteignent ces critères. L'exénatide, leur concurrent direct, c'est 25%, donc ils font plutôt moins bien parce qu'ils entraînent un peu plus d'hypo et qu'ils sont un peu moins puissants. Et puis, vous voyez que sur des médications comme les sulfamides, comme la sitagliptine, eh bien, c'est beaucoup moins bon. Il y a un deuxième critère composite qui n'est pas inintéressant non plus, c'est l'HbA1c moins de 7%, pas de prise pondérale et une pression artérielle qui serait en dessous de 130, qui sont les cibles reconnues. Là encore, que ce soit dans l'étude contre la sitagliptine ou dans les études LEAD contre les autres comparateurs, on se retrouve pratiquement avec un score de 25% qui atteignent ce critère composite. Là aussi, après avoir vu l'ensemble de ces facteurs de risque cardiovasculaire qui semblaient en partie jugulés, on se pose la question, et des grosses études actuellement sont en cours, ça s'appelle l'étude LEADER. Cette étude LEADER cherche à voir l'évolution cardiovasculaire de patients sous liraglutide, mais déjà dans les études LEAD, alors le MAS, c'est une association de mort cardiovasculaire, d'IDM, non sans mort, et d'AVC. Et quand vous poulez donc l'ensemble, ça s'appelle masse. Toute masse et simplement les serious mass, c'est parce qu'on y associe les insuffisances rénales et on y associe également les insuffisances cardiaques, eh bien vous voyez un peu moins bien, c'est tout simplement la traduction de cette insulinopénie. Ça, ce sont les calculs statistiques et donc la conclusion, c'est qu'il faut commencer tôt. Et puis, une autre étude britannique, mais enfin qui se raccordait à ABCD, c'est liraglutide versus exénatide versus DTP4 inhibiteur. Eh bien, ici, c'est l'hémoglobine, là, c'est le poids. Vous voyez que là encore, il n'y a pas photo. On a une très nette amélioration. Et 1,23, alors ça c'est assez étonnant parce que moi j'ai fait la méta-analyse des études LEAD et je tombais sur 1,24 sur les 5000 patients qui étaient sous liraglutide. Vous voyez qu'ici, dans la vraie vie, c'est 1,23. Je tombais sur 0,80 pour l'exénatide, vous voyez, c'est 0,79. Et les inhibiteurs DPP4, 0,72, donc une nette différence. Et sur le plan du poids, là, on l'attendait moins parce qu'on pensait que s'il ferait jeu égal avec l'exénatide, en tout cas dans LEAD 6, c'était le cas. Eh bien, vous voyez que ici, vous avez une perte de poids pratiquement de l'ordre de 4 kg. Si on reprend des critères composites dans ces études, HbA1c réduction plus perte de poids, là on ne me parle pas d'hypoglycémie puisqu'on s'adresse à des produits qui n'entraînent pas d'hypoglycémie, eh bien vous voyez que 60% pour le liraglutide contre 48% pour l'exénatide et 14% pour les inhibiteurs des DPP4. L'étude française maintenant, elle s'appelle Évidence. Évidence, c'est 3000 diabétiques inclus, suivis 2 ans, sont des résultats intermédiaires et on calculait finalement le pourcentage de patients ayant un HbA1c inférieur à 7%. Je vous ai regroupé les résultats sur cette plaque avec le taux d'HbA1c et ici le pourcentage de patients inférieur à 7%. Eh bien, vous voyez qu'on passe de 8,45 à 1,44. On a plus d'un point de baisse d'hémoglobine glyquée dans cette étude et que l'on passe de 11 à 39% d'amélioration avec des patients qui ont des HbA1c inférieurs à 7%. Ils ont refait la même chose que dans ABCD. Ils ont retrouvé la même chose. Ici, c'est moins 29, moins 33 avec 1 et 2 ADO. Et puis, plus on est insulinopénique, moins on a de chances d'avoir une stimulation, vous voyez, 0,81, 0,72 lorsqu'il y a de l'insuline. Et c'est vrai lorsqu'on reprend l'ancienneté du diabète, 5 ans, 6 à 10 ans, plus de 10 ans, on passe de 1,27, 1,09, 0,81. Donc c'est vrai qu'en commençant tôt, on protège sans doute mieux le pancréas.
Un point également intéressant dans la vraie vie, il y a une étude qui est une étude anglaise, alors qu'une très belle étude sur l'IRA Ramadan sera publiée, alors cette fois-ci donc en pays, je crois, du Maghreb, sera publiée à l'ADA prochainement, donc dans 15 jours. Eh bien, Treat for Ramadan, c'est liraglutide et metformine contre SU et metformine. Et on voulait voir bien sûr quels étaient les résultats. Alors, d'une part sur les critères composites, HbA1c moins de 7%, pas de prise de poids, pas d'hypoglycémie. Ici c'est à 3 semaines, ici c'est à 3 mois. Regardons à 3 mois, il n'y a pas photo. Là aussi 26,7 contre 13% contre les metformine et SU. Et puis vous voyez qu'à 3 mois, la diminution de l'HbA1c est beaucoup plus nette dans le groupe liraglutide et que le taux des hypoglycémies, là encore, est totalement différent, 3 contre 10 événements patients année. En conclusion, premier point, ce qui paraît sauter aux yeux, pas forcément sur le schéma, mais c'est que les liraglutides et les agonistes du récepteur en général vont améliorer la plupart des facteurs de risque cardiovasculaire. On a vu l'hypertension, on a vu l'hyperglycémie, le risque de thrombose avec le PAI, les complications en diminuant les produits finaux de glycation, on améliore le bilan lipidique. Bien sûr, comme on diminue le poids, au niveau des adipocytes, il y a moins de cytokines, de TNF-alpha, d'interleukine 6, et puis bien sûr donc la lipémie, et on améliore la résistance. Alors, je conclus plus modestement sur ce plan. Le liraglutide est malgré tout, d'une manière évidente, très efficace sur le contrôle glycémique. Il améliore les facteurs de risque cardiovasculaire, dont le poids et la PRS, on vient de le voir. Il y a très peu d'hypoglycémie. Attention aux sulfamides d'hypoglycémie en association. Il y a une tolérance digestive qui, malgré tout, quand même, l'un dans l'autre est acceptable, mais on peut en rediscuter. C'est donc, à mon sens, un traitement de choix tout à fait novateur, tout à fait révolutionnaire dans la prise en charge du diabète de type 2, mais autant l'utiliser quand les gens ont encore un peu de sécrétion d'insuline, et donc quand ils ne sont pas trop insulinopéniques, et là on a des résultats tout à fait spectaculaires. Je vous remercie.